Donc merci Yann Ferguson de prendre la parole. Donc vous êtes aussi sociologue, je vous présente un peu rapidement. Donc sociologue, directeur scientifique du Labor IA, un programme de recherche d'intervention sur la transformation du travail par l'IA, qui a été initié par le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, à l'époque l'INREA, je crois. Et vous êtes, il me semble, le seul expert français membre du partenariat mondial pour l'IA. Un peu. Bon, ça a peut-être un peu bougé depuis, qui est une initiative internationale sur la mise en œuvre de l'IA responsable. Vous allez nous faire une intervention donc sur l'IA au travail et je vous laisse immédiatement la parole. Merci beaucoup Emmanuel, merci pour votre invitation. Pour introduire un peu ce qu'est le Labor IA, donc c'est une initiative qui a été lancée en novembre 2021 par à l'époque la ministre du Travail, Elisabeth Borne, ça fait suite à deux choses. Effectivement, d'abord la dynamique du partenariat mondial, où je suis un des deux Français dans le groupe Futur du Travail, et puis il y a d'autres Français dans les autres groupes. En théorie, il y a deux Français, enfin deux nationalités d'un même pays, enfin deux mêmes personnes d'un même pays par groupe. Donc ce groupe Futur du Travail qui était porté par la France et par INRIA. Et c'était aussi une recommandation du rapport Villani, ça commence à dater un peu, mais en mars 2018, le rapport Villani préconisait la mise en place d'une structure pérenne d'observation et d'expérimentation sur l'IA au travail. Donc novembre 2021, on est avant le buzz, novembre 2020, pardon, avant le buzz ChatGPT, eh bien la ministre du Travail officialise la mise en place du Labor IA, dont je parlerai un petit peu tout à l'heure. Mon travail en tant que sociologue, ce n'est pas de spéculer sur le futur du travail et de l'emploi, d'autres le font avec des méthodes que je présenterai tout à l'heure. C'est plutôt de regarder le présent du travail avec l'IA, c'est-à-dire que j'ai plusieurs équipes dans plusieurs pays qui font des enquêtes sur des cas d'usage réel de l'IA au travail. Donc on regarde ce qui se passe. Donc ça, c'est mon métier, de coordonner ces équipes d'observateurs. Mon challenge, c'est d'ajuster un travail de recherche sur un agenda de politique publique. Ça, c'est évidemment un challenge pas du tout évident parce que les temporalités des politiques publiques ne sont pas les mêmes que celles des chercheurs et la manière de problématiser la recherche n'est pas du tout la même façon que de problématiser un agenda de politique publique. Donc on essaie dans la discussion de trouver une ligne de crête qui fait sens pour les deux aspects. Et puis évidemment, le questionnement éthique, c'est celui de l'indépendance et la façon dont on peut développer un espace critique dans une situation où on travaille quand même main dans la main avec le politique. Donc ça, le positionnement, il dépend vraiment de côté de qui vous êtes. Quand je suis à côté de Dominique et de Manuel, eh bien, je suis limite Laurent Alexandre, un technoprophète. Mais quand je suis à côté de Greg Brockman ou de Yann Lequin, comme mercredi dernier, j'ai l'air d'un sociologue néo-marxiste. Donc voilà, tout dépend à côté de qui vous êtes quand vous parlez de l'intelligence artificielle et de l'innovation. Ce qui est sûr, c'est que dans le Labor IA, on n'est pas là pour développer une pensée critique sur l'IA. Ça, c'est une évidence. On n'a pas le genre de réflexion que vous avez eu, extrêmement engagé sur presque l'épistémologie même que représente l'intelligence artificielle. Mais on a un vrai espace pour s'interroger sur ce que ça fait aux travailleurs, ce que ça fait au travail. Et je dirais même que le ministère du Travail nous demande plutôt de dérisquer les situations, c'est-à-dire de vraiment regarder au plus près des situations ce qui pose problème, avec l'idée qu'on serait capable, en ayant identifié les problèmes, d'accompagner des systèmes d'IA qui soient dans ce qu'appelait le rapport Villani l'encapacitation. Vous avez les deux grands termes de la stratégie nationale en matière d'IA au travail, c'est l'empowerment, développer les capacités humaines, et développer des IA inclusives. Donc ce n'est pas remettre en question l'IA, c'est plutôt développer des systèmes d'IA, contribuer à développer des systèmes d'IA au travail qui permettent de garder une forme de dignité dans le travail, c'est-à-dire une dignité matérielle et une dignité spirituelle, qu'on puisse bien vivre de son travail et vivre bien au travail, avoir un travail qui a du sens. C'est ça l'agenda que l'on a. Avant de regarder, évidemment, de revenir sur ChatGPT, je vais faire aussi un travail historique en me posant la question de est-ce que l'IA est enfin devenue employable, voilà, au sens où est-ce qu'on peut la mettre au boulot, système d'IA, sachant que si vous connaissez un peu l'histoire de l'IA, ce n'est évidemment pas la première fois qu'on a un de ces fameux printemps de l'IA.
Et à chaque printemps, on a annoncé des tsunamis. Voilà, on aime bien dire tsunami dans les médias aujourd'hui. ChatGPT est un tsunami. Ce n'est pas le premier tsunami qu'on annonce sur le travail. Et le monsieur que vous voyez derrière moi, il est important dans notre histoire parce qu'il est à la fois prix Nobel d'économie pour ses travaux extrêmement importants, c'est Herbert Simon, sur l'organisation. Et il est aussi prix Alan Turing en intelligence artificielle, qui est l'équivalent du prix Nobel en intelligence artificielle, en tout cas l'équivalent en termes de prestige et de symbole. Et donc, il est à la ligne de crête de notre préoccupation, en fait, puisqu'il dit des choses sur l'organisation et le travail, et il dit des choses sur l'IA. Et notamment, si vous connaissez son travail sur l'organisation, et il a repris sa vision sur l'organisation sur l'IA, il dit finalement, une intelligence artificielle, c'est une machine qui est capable de donner des réponses satisfaisantes à des problèmes qui n'ont pas de solution optimale. Et c'est ce qu'il disait dans ses travaux sur l'organisation, avec le modèle de la rationalité limitée. Dans l'organisation, la plupart du temps, nous trouvons des réponses à des problèmes qui n'ont pas de réponse optimale. Et donc, quand on regarde ChatGPT, ça semble ressembler un peu à ça, puisqu'on sait que ChatGPT a un problème de pertinence très fort. Aujourd'hui, on dit qu'il a à peu près 60% de pertinence dans ce qu'il dit. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais on l'évalue comme ça. Et l'autre jour, je disais ça à des DSI de métropole qui disaient « Ah, 60% de pertinence ». Je lui dis « Mais dans quelle mesure vous estimez que dans les décisions que vous prenez au quotidien, vous avez plus de 50% de pertinence ?» Et en fait, c'est très compliqué de l'évaluer. Et je dis ce que vous pouvez faire, c'est prendre un problème et vous mettre plusieurs autour et regarder ce que vous diriez. Et vous verriez que vous direz des choses différentes. Voilà. Et donc, quelque part, la véracité de ce que vous dites au quotidien en tant que dirigeant, en tant que responsable d'un staff, eh bien, elle passe difficilement ce test des 60%. En tout cas, on aurait du mal à le valider. Mais en tout cas, Herbert Simon, lui, avait fait une des prédictions, de ces fameuses prédictions qui sont caractéristiques de la discipline. On dit que souvent, l'intelligence artificielle comme discipline est peut-être une des disciplines qui s'est le plus trompée dans sa capacité à prédire ce qu'elle allait réaliser. Voilà. On dit souvent que l'intelligence artificielle est victime de son propre marketing. Et Herbert Simon n'a pas échappé à la règle, puisqu'il avait dit en 1958, dans 20 ans, les machines seront capables de faire tout ce que les humains peuvent faire. Voilà. Et ça ne vous a pas échappé, ce n'est pas arrivé. Voilà. Alors, qu'est-ce qui rend si difficile dans le fait de faire travailler des intelligences artificielles? Quelques propositions. La première, c'est ce qu'on appelle le scaling. Le fait que quand on développe des systèmes d'intelligence artificielle, on commence par les développer dans un modèle qui est finalement une simplification du monde dans lequel vous voudrez introduire le système d'IA. Et ce modèle, à mesure que le système d'IA délivre une certaine performance, vous allez l'étendre, voilà, avec comme objectif de le mettre dans le monde réel. Et c'est là où ça coince. Voilà. C'est là où ça coince, alors même que notre intuition pourrait sembler dire que ça ne devrait pas coincer. Vous savez qu'en 2016, AlphaGo a battu le champion du monde de jeux de Go, enfin le 3e mondial à ce moment-là, mais un des plus grands joueurs de l'histoire au jeu de Go. On nous dit qu'il y a plus de coups possibles au jeu de Go qu'il y a d'atomes dans l'univers, ce qui semble beaucoup. Et on se dit, s'il est capable de faire ça, il peut tout faire. Eh bien non. Voilà, le jeu de Go reste un modèle, un jeu relativement prévisible, structuré par rapport au monde réel. Donc le passage au monde réel est quelque chose qui bloque, parce que dans le travail, on va le voir, il y a cette question du travail réel par rapport au travail prescrit. La deuxième chose, c'est la connaissance à travers le paradoxe de Polanyi. Alors, ce n'est pas Polanyi que Dominique a évoqué, c'est son frère. Ce n'est pas Karl, c'est Michael. Voilà. Et Michael a écrit un livre qui s'appelle The Tacit Dimension, qui est résumé souvent par cette phrase « Nous en savons plus que nous pouvons en dire ». Nous en savons plus que nous pouvons en dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on demande à quelqu'un « Mais comment tu fais? Explique-moi comment tu fais », eh bien, il vous dit des choses, mais ce qu'il vous dit a peu de valeur par rapport à ce qu'il fait vraiment, par rapport à ce qu'il sait vraiment, parce que, nous dit Polanyi, la connaissance experte se loge dans les couches tacites, l'indicible de l'expérience au travail. Et les travaux de recherche suivants ont même montré que plus on est bon dans quelque chose, moins on sait ce que l'on sait. Voilà, moins on a conscience de ce que l'on sait, c'est-à-dire plus la valeur que l'on apporte dans une activité se cache dans l'indicible de l'expérience au travail. Et donc, évidemment, ça va poser problème dans certains modèles d'IA, ce qu'on appelle les Good Old-Fashioned AI, lorsqu'on doit faire éliciter à un expert ce qu'il sait pour ensuite le mettre dans un programme. Donc ça, c'est le paradoxe de Polanyi. Le troisième verrou, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Moravec, beaucoup de paradoxes. Moravec, c'était Hans Moravec, c'était un roboticien autrichien
qui disait il est très facile, il est beaucoup plus facile de faire faire à une machine ce qui est très difficile pour nous que de lui faire faire ce qui est très facile pour nous. Ce qui est facile pour nous est difficile pour une machine, ce qui est difficile pour nous est facile pour une machine. Par exemple, jouer au jeu de Go, ça c'est très compliqué pour nous. Mais faire le lit, c'est très simple. D'ailleurs, on n'a pas une admiration pour les gens qui font le lit, et d'ailleurs, ce sont des gens qui sont utiles, mais qui ne sont pas très bien payés, pas très bien reconnus. Pourquoi c'est très facile de faire... alors très facile, il y a un peu de temps pour faire une machine qui joue au jeu de Go, mais on va chercher quelque chose de très cognitif qui n'engage pas une pensée dans l'action et dans le mouvement et dans le corps. En fait, plus vous devez concilier le corps et la pensée, et plus c'est difficile de le faire faire par une machine. C'est aussi difficile parce que c'est ce qu'on appelle, les paléanthropologues appellent l'ingénierie inverse. C'est très difficile parce que beaucoup de choses qui sont très faciles pour nous, nous ne l'apprenons pas de haut en bas, c'est-à-dire de la théorie vers l'expérience, mais de bas en haut, c'est-à-dire de l'expérience vers la théorie. Notre langue maternelle, nous l'apprenons de bas en haut, c'est-à-dire nous écoutons, nous répétons, nous imitons, et puis petit à petit nous apprenons à communiquer, nous apprenons à parler. Et puis après vous allez à l'école et vous apprenez la conjugaison, la grammaire, l'orthographe, etc. La deuxième langue, on l'apprend de haut en bas. Voilà. Alors on l'apprend en haut par la grammaire, par le vocabulaire, par les verbes irréguliers. Et puis souvent, on ne va jamais jusqu'en bas. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il faudrait faire un voyage linguistique pour apprendre à parler la deuxième langue, mais on ne le fait pas. Ce qui fait qu'en France, on connaît très bien les verbes irréguliers, mais on ne sait pas parler anglais. Voilà. Et donc, on se retrouve dans ces situations-là avec les machines. C'est-à-dire que ce qu'on apprend de haut en bas, finalement, on arrive plus facilement à le mettre dans la machine que ce qui devrait se faire de bas en haut. Alors, bien avant ChatGPT, c'est pour ça que j'ai mis en première slide le véhicule autonome, ce qui pour beaucoup a commencé à lancer le débat de la transformation du travail et du tsunami, eh bien c'est ça, voilà, le véhicule autonome. D'abord parce que la conduite d'une voiture était l'exemple emblématique de Michael Polanyi dans The Tacit Dimension. Il disait que quand on apprend à conduire, oui, on apprend des règles, mais on apprend vraiment à conduire par l'expérience. Donc ça, c'était une première chose. Et on n'arrivait pas à faire des véhicules autonomes parce qu'on avait une approche à base de règles. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui sont nécessaires pour apprendre à conduire et pour conduire, d'expérimenter le monde, faire partie prenante du monde. Et donc, pour beaucoup, cette prouesse, en tout cas, ça a été vécu comme une prouesse de la Google Car, a lancé le début de ce qui a été appelé, au début des années 2010, le deuxième âge de la machine. Le deuxième âge de la machine, l'ouvrage de McAfee et Johnson démarre comme ça. Voilà, la conduite autonome, waouh! Donc ce n'était pas Google Car, c'était le challenge de l'armée américaine. Et puis après, il y a eu la reconnaissance d'images avec le concours ImageNet, un très bel article sur ça, de Mick Cardon, qui explique la revanche des neurones, qui explique comment le concours ImageNet, la reconnaissance d'images par des systèmes d'IA via la méthodologie du deep learning, a été un moment très fort dans cette prise de conscience, cette accélération et ce nouveau printemps de l'IA. Et donc, effectivement, ce nouveau printemps de l'IA se fait autour, non pas de l'approche symbolique qui consistait à essayer de, pour le dire trivialement, simuler un cerveau adulte, mais plutôt cette approche connexionniste qui essaie d'aller vers ce qu'appelait Alan Turing, dans le livre qu'a cité Dominique, un cerveau enfant. Voilà. C'est-à-dire l'image d'un esprit qui apprend. Et donc, c'est pour ça qu'on a appelé ça la revanche des neurones. C'est la réhabilitation de cette approche de l'IA qui avait été mise au banc, il faut le dire, pendant des décennies, pour des raisons objectives de sous-performance, qui relance à nouveau les perspectives qu'avait évoquées Herbert Simon, c'est-à-dire le tsunami et le fait que l'intelligence artificielle serait capable d'être employée, non pas parce qu'on a trouvé les règles de tous les métiers, mais parce qu'on a trouvé un système qui est capable de faire en sorte que la machine construit ses propres règles. C'est ce qui a été évoqué justement dans l'article La revanche des neurones. Avec l'approche algorithmique, vous mettez en place des règles qui vont vers les données, et avec l'approche connexionniste, eh bien, vous avez des données et le programme fabrique des règles. Problème, il ne vous les donne pas. Voilà. Il ne vous donne pas accès à ces règles.
Et donc, dès qu'on va aller vers des tâches critiques, que ces tâches critiques soient rédiger un dossier ou que ce soit diagnostiquer une maladie de peau, eh bien, on se retrouve face à des systèmes qui sont opaques, performants mais opaques. Ça, c'est un des problèmes. Deuxième problème, ils sont performants mais instables. Voilà. Plus c'est performant, moins c'est fiable. Il y a des performances moyennes, mais la performance médiane pose problème dès qu'on est dans la décision critique. C'est pour ça qu'actuellement, dans l'industrie notamment, on ne parle pas d'automatisation avec l'IA, mais d'aide à la décision. Ce qui ne veut pas dire qu'on a solutionné, parce que quand vous avez un système opaque qui vous aide à décider, eh bien, se pose la question de l'engagement de la responsabilité, de votre capacité à prendre des décisions avec une machine dont on vous a dit qu'elle était très performante, mais qui ne vous explique pas comment elle est arrivée à ce résultat. Donc, partons de l'hypothèse qu'on va travailler avec l'IA. Voilà. Maintenant, on va dire qu'on a des systèmes qui sont prêts à délivrer une performance qui a une monétisation sur le marché du travail. La question se pose de comment on va travailler et quels seront les types de relations qu'on aura avec ces systèmes. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans le rapport Villani, qui dit on va travailler avec une machine et l'enjeu, c'est de trouver des complémentarités qui ne soient pas aliénantes. Qui ne soient pas aliénantes, ce qui est un vocabulaire plutôt marxisant, et il faut trouver des IA qui permettent de développer les capacités proprement humaines. Se pose la question de quelles sont ces capacités proprement humaines. D'ailleurs, il y a quelque chose de très intéressant, c'est la façon, le débat quasi métaphysique dans lequel nous met l'informatique depuis que ça existe. Moi, j'ai été élève de Lucien Sfez, et Lucien Sfez disait il y a plein de technologies incroyables, et c'est sur l'ordinateur que c'est tombé. Sur l'ordinateur, on a commencé à avoir une réflexion métaphysique, c'est-à-dire on a commencé à regarder l'ordinateur et à se penser nous-mêmes à travers l'ordinateur. Ce qu'il appelle un retournement feuillerbachien. Nous créons une technologie et ensuite nous disons que la technologie nous définit. Voilà, un peu comme Feuerbach disait, nous créons Dieu et ensuite nous disons que Dieu nous a créés. Donc ça, c'est la question. Et évidemment, la question se pose en lien avec certaines études qui annoncent des transformations massives, et notamment celle-là que vous connaissez très bien. On fait les 10 ans de cette prédiction. Si s'il n'y avait pas eu de ChatGPT en 2013, l'annonce que 47% des emplois américains se situent dans une probabilité haute d'automatisation d'ici 10-20 ans, 2013, ça fait 10 ans. S'il n'y avait pas eu de ChatGPT, on aurait dit c'est encore comme Herbert Simon, ils se sont encore lancés dans un truc, ils se sont plantés. Et puis maintenant, peut-être que vous dites ça y est, on est dans le point d'inflexion. Ça y est, on va vers ce qu'ils avaient annoncé, sachant qu'en 2013, on ne parlait pas du tout d'IA générative, parce que Dominique l'a rappelé, 2017, Attention is all you need, c'est le moment où les transformers sont posés. Donc, ça fait 10 ans, et cette étude, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit finalement, la capacité proprement humaine, c'est la créativité. Plus vous êtes créatif, moins l'IA vous concerne. Alors, ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est un peu la valeur emblématique. D'abord, ils disent, plus vous avez de la perception et de la manipulation dans votre métier, c'est-à-dire plus vous devez utiliser les mains, travailler dans des espaces exigus, dans des positions inconfortables, un peu comme mon plombier, eh bien, vous n'êtes pas exposé à l'IA. Ce qui est vrai. Pour autant, on peut décider de développer un standard de cuisine pensé pour que le robot puisse intervenir. Vous savez, quand on a inventé le lave-vaisselle, on n'a pas fait un robot qui prend le tablier, l'éponge, qui va à l'évier et qui essuie les assiettes, qui lave les assiettes. On a fait une machine qui standardise totalement autrement l'action de faire la vaisselle. Donc, on peut aussi repenser l'environnement pour que le robot soit possible. Mais dans cet environnement-là, c'est vrai, Super Mario n'est pas remplaçable. Deuxième chose, l'intelligence créative. Alors, ils ont dit, effectivement, plus on est créatif, plus on a des idées nouvelles, plus on est dans l'art et moins on est exposé, sachant qu'ils ne disent pas que l'IA ne peut pas créer, mais ils disent finalement la création, c'est quelque chose qui est une définition floue, qui a des biais culturels très forts dans la façon dont on le définit, et donc on n'est pas prêt à reconnaître les valeurs créatives dans une machine. Et là, évidemment, si vous avez reconnu l'image Pseudonymia Villefficienne, vous savez que cette image a remporté un grand prix de photographie internationale et que son auteur a refusé le prix, puisqu'au moment du prix, il a annoncé « mais non, en fait, j'ai utilisé l'IA générative et j'ai fait ça pour vous montrer que vous n'êtes pas prêt à cette révolution ». D'ailleurs, le jury l'a très mal pris, ils l'ont viré, ils l'ont dit que ce n'était plus la peine de revenir. Mais c'était vraiment... Voilà, il a voulu montrer à la communauté qu'ils n'étaient pas prêts. Et que finalement, le test de Turing par l'image était aussi réussi.
Et puis nous dit Freya Osborne, plus vous mobilisez l'intelligence sociale dans votre métier, et moins vous êtes exposé à l'automatisation. Ça, c'est ce que nous dit Freya Osborne. Ceci dit, on peut faire des choix différents qui nous amènent à ne pas vouloir comprendre les autres, négocier, persuader, prendre soin des autres. Là, ce que vous voyez, c'est une image qui avait fait le buzz et qui est une forme d'espèce de scandale. C'est-à-dire, il y a un hôpital qui a décidé que son chirurgien, sa valeur, elle était mieux mobilisée à faire un maximum d'opérations tous les jours qu'à prendre du temps pour expliquer à la famille de sa patiente qui va mourir qu'elle va mourir. Et donc, pour lui permettre d'optimiser son temps, on a créé ce petit robot où il apparaît comme ça sur un écran et il peut vite annoncer à la fille de sa patiente « votre mère va mourir » et après, il peut aller opérer. Donc, on peut faire des arbitrages qui conviennent à essayer de réduire l'importance de ces tâches. Vous avez aussi le psychiatre Serge Tisseron qui dit il est évident que les machines ne sont jamais aussi satisfaisantes que les humains dans l'échange et dans la communication, mais nous pourrions faire le choix de vouloir communiquer sans l'autre. Parce que le problème de l'autre, c'est qu'il est différent de moi. C'est même l'essence même de la relation. C'est accepter l'irréductible différence de l'autre. Sauf que cette différence de l'autre, on vit dans un monde où on l'accepte de moins en moins, on la tolère de moins en moins. C'est frustrant que l'autre ne réagisse pas comme on aimerait qu'il réagisse. Et donc, on pourrait préférer, de la même façon qu'on préfère de plus en plus la messagerie pour échanger que l'interaction directe où on doit supporter l'impact du message sur l'autre, on pourrait préférer interagir avec des machines qui seront programmées pour me comprendre, me satisfaire, m'amener la réponse qui me convient, ce que j'appelle des communications égocentrées. Voilà. Et donc ça, on pourrait privilégier ça. D'ailleurs, un peu comme l'imprimerie a cristallisé un ensemble de tendances, cet usage-là ne crée pas cette tendance. Elle la cristallise et elle l'amplifie. Voilà. De la même façon que Internet et la messagerie n'a pas créé cette communication fonctionnelle, c'est-à-dire l'efficacité, comme l'appelle Volton, au détriment de l'éducation normative, c'est-à-dire l'intercompréhension. On était déjà dans un monde où on avait de moins en moins envie de rentrer en échange réel avec l'autre, et on a créé cette messagerie qui nous a permis finalement de décupler cette tendance qu'on avait déjà, cette tendance sociologique qui préexistait. Donc, que dit Freya Osborne ? Les métiers qui vont être le plus touchés, c'est transport, production, administration, vente, service. Et les métiers les moins touchés, médecin, art, éducation, ingénierie, management. Donc, on est en 2013, et je vous demande d'un peu conserver ça, parce qu'en 2023, l'OCDE va dire tout le contraire. Voilà. Ceci dit, on commence à penser qu'on peut tout automatiser, et il y en a un qui le pense vraiment, c'est Elon Musk. Voilà. Elon Musk, vous êtes en train de finir la biographie d'Elon Musk écrite par Walter Isaacson, qui n'est pas une hagiographie. Hein. C'est un chercheur, enfin c'est un journaliste indépendant qui dit beaucoup de bien de Musk parce qu'il adore les innovateurs, mais il dit aussi beaucoup de mal de Musk parce qu'il n'aime pas les trous du cul, comme il dit, et que Musk, comme Steve Jobs, ils ont quand même ça en commun, c'est qu'ils sont des personnes épouvantables. Voilà. Et donc Musk a voulu tout automatiser. Il a amené la plus grosse densité de robots dans sa Gigafactory pour assembler le modèle 3 de Tesla. Il avait un énorme enjeu parce qu'il devait sortir 5000 véhicules semaine. Et c'était un enjeu de survie de l'entreprise parce qu'il l'avait annoncé. Et il y avait des gens qui spéculaient sur son échec en bourse. Et ils étaient même sur une colline avec des jumelles. Ils comptaient les véhicules qui sortaient chaque semaine pour dire il n'y arrive pas. Effectivement, il sortait que 3500 véhicules jour. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il avait trop automatisé. Voilà. Et que ces automates lui faisaient perdre du temps. Donc, première chose qu'il a faite, c'est qu'il a ouvert les flancs de l'usine et à chaque fois qu'il voyait un robot qui faisait planter le truc, il le foutait dehors. Voilà. Donc, c'est très efficace. Et puis, il a fait une deuxième chose. Il a fait une deuxième usine sur le parking de celle-ci. Et là, vous allez rentrer à l'intérieur et vous voyez, c'est pas la même. Voilà. C'est pas la même usine. Il n'y a pas beaucoup de machines et il y a beaucoup d'êtres humains. Et cette usine, qu'on appelle la tente, a permis de sortir à ce moment-là les 5000 véhicules jour. Et qu'a dit Elon Musk ? Pragmatique de temps en temps, les humains sont sous-estimés. Les humains sont sous-estimés. En fait, il a pris en pleine figure le paradoxe de Polanyi. C'est-à-dire, il s'est rendu compte que les humains faisaient des choses intéressantes, nécessaires, et tous ceux qui sont spécialisés dans le travail le savent, on appelle ça le travail réel. Le travail réel, c'est ce qu'il faut faire pour que ça marche. Voilà. Ce n'est pas ce qu'il faut faire parce qu'on nous a dit de le faire, c'est ce qu'il faut faire pour que ça marche. Et ces êtres humains sont pénibles, peut-être pour Elon Musk, mais ils ont cet avantage, c'est que quand ça ne marche pas comme prévu, ils font cette autre chose qui est nécessaire pour que ça marche.
D'ailleurs, quand ils ne le font pas, on appelle ça la grève du zèle. Voilà. Et les machines ne font pas ça. Voilà. Notamment, elles ne le font pas parce qu'elles ne comprennent pas les situations, qu'il y ait l'IA ou pas de l'IA. Elles ne comprennent rien. Voilà, elles traitent des données. Et donc, on est un peu sorti de cette idée qu'on pouvait automatiser aussi massivement des activités. 2013, 2018, enquête française cette fois-ci, Conseil d'orientation pour l'emploi, qui se base sur une autre méthodologie que celle de Frey Osborne. Frey Osborne part d'états de l'art de la technologie qui vont projeter sur des matrices de compétences. Eux, ils partent de compétences clés sur lesquelles l'humain garde un avantage comparatif, qu'ils projettent sur des enquêtes déclaratives sur ce que les gens font au travail, ce qu'on appelle l'approche de David Autor. Et donc, ce que ça va consacrer, c'est plutôt l'agilité. Les 4 compétences clés qui sont considérées comme fondamentales pour qu'un humain garde son avantage comparatif sur la machine dans cette étude, c'est la flexibilité, la capacité d'adaptation, la capacité à résoudre des problèmes et la prévalence des interactions sociales non routinières. Donc en fait, ce que dit cette étude, c'est que plus vous mobilisez ces compétences, moins vous êtes exposé à l'automatisation et notamment l'automatisation par l'IA. Donc ça, c'est les 4 compétences clés sur lesquelles l'humain garde un avantage comparatif selon cette étude. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, ils vont aller projeter ça sur soit des nomenclatures métiers, soit des enquêtes déclaratives sur les métiers des gens. En l'occurrence, ce qu'a fait France Stratégie avec cette méthodologie, cette fois-ci, c'est de le projeter sur une enquête de la DARES, où ils ont demandé en ordonnée aux gens dans quelle mesure ils devaient respecter des consignes dans leur activité, donc l'exposition aux consignes, et dans quelle mesure ils devaient répondre à une demande publique qui nécessitait une réponse immédiate. Donc en fait, quand vous êtes dans la zone nord-est du graphique, ben vous êtes dans des métiers qui, d'une part, sont très exposés aux consignes, et d'autre part, ne sont pas sollicités par des publics, ce qui demande une réponse immédiate. Donc vous rentrez, on va dire, dans la zone où plus de 70% de vos tâches sont potentiellement automatisables. Vous voyez, c'est très grossier comme maille. On est vraiment sur 2 questions et puis les 4 compétences. Ça correspond à peu près, selon le Conseil d'orientation pour l'emploi, à 10% de la population active française en 2018. Donc un emploi sur 10 se situerait dans une probabilité haute d'automatisation parce que plus de 70% de leurs tâches seraient exposées. C'est très théorique, c'est-à-dire que ça ne tient pas compte de savoir par exemple où sont ces travailleurs. Parce que ce n'est pas la même chose s'ils sont dans des grands groupes ou s'ils sont dans des PME. Voilà, on est uniquement sur des matchs. Quand on est dans le sud-ouest, comme je viens de Toulouse, j'aime bien dire ça, eh bien, vous êtes à moins de 30% de tâches exposées. Pourquoi ? Parce que toujours une faible prévalence de ces 4 compétences clés qui fournissent un avantage comparatif. Et puis, quand vous êtes dans le gris, eh bien, vous êtes entre 30 et 70%. Le gris, pour le Conseil d'orientation pour l'emploi, correspond à peu près 50% de la population active française. Donc, en 2018, le COE atterrit sur 10% des emplois à haute probabilité d'automatisation, 50% des emplois à haute probabilité de transformation, parce que plus de 50% de leurs tâches seraient exposées à des systèmes automatiques, dont IA. Alors, ils projettent ça sur des nomenclatures métiers. Je ne l'ai pas mis, mais c'est pas très innovant. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est les métiers très exposés, c'est les techniciens de surface, c'est l'école bleue, les ouvriers peu qualifiés, etc. Au niveau de transformation, on retrouve encore les mêmes, mais on a un peu les employés de catégorie C, administration publique catégorie C, et en 10e, vous avez les enseignants, voilà, qui sont avec cet outil, qui sont ciblés, mais pour de la transformation. On fait un autre pas de 5 ans, et là, on arrive en juillet 2023, et là, c'est la dernière étude de l'OCDE. La dernière étude de l'OCDE, on va mobiliser une méthodologie américaine qui ressemble un peu à celle de Frey Osborne, mais pas tout à fait. C'est-à-dire qu'on part d'un état de l'art. Eux, ils partent de l'état de l'art consolidé de 2010-2015 sur les 10 fonctionnalités qui ont le plus avancé durant cette période en recherche en intelligence artificielle. Donc, quelles sont ces fonctionnalités ? Reconnaissance de pistes musicales instrumentales, reconnaissance du langage, traduction, jeu de stratégie abstraite, modélisation du langage, réponse à des questions visuelles, c'est-à-dire regarder ce qu'il y a dans l'image et faire le lien entre les éléments qu'il y a sur l'image,
reconnaissance d'images, génération d'images, même si on est avant ChatGPT, puisque de 2017, c'est Attention is all you need, ChatGPT, ça vient en suivant. Compréhension de la lecture et jeux vidéo en temps réel. Voilà l'état de l'art consolidé 2010-2015 de l'IA. Et donc, en fait, leur première démarche, ils utilisent un article américain pour ça, c'est de regarder qu'est-ce que ça veut dire en termes de compétences. Quand vous avez des systèmes qui savent faire ça, de manière performante, en tout cas là où ils ont le plus progressé, qu'est-ce que ça veut dire en termes de compétences? Alors, ça veut dire que l'IA a beaucoup progressé en termes de compétences dans l'ordonnancement de l'information, la mémorisation, la vitesse de perception, la vitesse de structuration et la flexibilité de structuration. Donc on va estimer ça, c'est les 5 compétences sur lesquelles l'IA a le plus avancé. Sur quoi elle a le moins avancé? Partout où il faut un corps. C'est pour ça que j'ai dit, en 2023, pour l'OCDE, le propre de l'homme, c'est d'avoir un corps. Pourquoi? Parce que l'IA a très peu progressé lorsqu'elle est embarquée dans du robot. Voilà. Dès qu'il faut évoluer dans le monde physique des objets, eh bien, l'IA a beaucoup moins progressé. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre cette matrice et ils vont la projeter sur une enquête mondiale sur les compétences des adultes, qui s'appelle l'enquête PIAC, et ils vont regarder qui finalement utilise le plus ces aptitudes sur lesquelles l'IA a beaucoup progressé et qui utilise le plus ces compétences sur lesquelles l'IA a le moins progressé. Donc vous voyez, c'est très technique et encore une fois, c'est très mécanique. On prend des objets, on les décrit en termes de compétences et après on les projette sur des matrices de compétences. Voilà, on n'est toujours pas dans le travail réel. On est sur de la spéculation, c'est-à-dire ce que fait l'IA souvent. On est sur du matching. Et donc ça donne quoi? Eh bien, ça donne que les plus exposés à l'IA, c'est les spécialistes en administration d'entreprise, les directeurs et les cadres de direction et gérants, les directeurs généraux, les ingénieurs et les professions intermédiaires, finance et administration. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'évidemment, on a complètement renversé. Souvenez-vous, sur 2013, on disait c'était les ingénieurs, les managers, ils étaient tranquilles. Et donc moi, à ce moment-là, quand je commence à discuter avec ces gens, je dis est-ce que vous pouvez accompagner mes collaborateurs? Voilà. Et maintenant, ils viennent aux conférences et ils sont un peu comme ça et ils disent dans quelle mesure mon métier il va changer, etc. Donc ça, d'une certaine façon, il y a un côté un peu jouissif, c'est un peu la revanche des cols bleus par rapport à l'automatisation. Pour peu que ça se réalise, parce qu'encore une fois, on est encore beaucoup dans la spéculation. On est encore à un niveau simonien de la réflexion. Et donc, que dit l'OCDE? Ils vont dire 27% des emplois de l'OCDE sont exposés à l'automatisation, dont IA, c'est-à-dire toute forme d'automatisation. 27%, c'est-à-dire 27% de métiers dont plus de 70% des tâches pourraient être automatisables. Donc là, on est passé de 10% pour la France au Conseil d'orientation pour l'emploi et pour l'étude de l'OCDE dit 30% pour la France. Donc c'est un petit peu plus fort, c'est même beaucoup plus fort, avec 3 fois plus. Donc ça, c'est les métiers très exposés, peu exposés. Et puis, il y a aussi une enquête, on va dire, ils ont fait une enquête, l'OCDE, sur 2 secteurs, la manufacture et puis la finance. Et ils ont fait des enquêtes auprès des utilisateurs de systèmes d'IA au travail. Et ils ont demandé d'abord si ça améliorait leurs conditions de travail. Et ils ont répondu à 63% oui, c'est vachement mieux. Et puis ils ont dit, mais comment vous vous sentez? Un peu inquiet. Voilà. Donc il y a une espèce de dissonance cognitive. À court terme, oui, ça m'amène un confort, mais on s'inquiète un peu pour notre avenir. Ils le ressentent comme ça sans pouvoir le démontrer. Donc ça, c'est pour l'OCDE. Maintenant, on va parler un peu du Laboria quand même, parce que c'est là où je travaille. Et nous, on n'est pas du tout... En fait, pour être honnête, je pense que le ministère du Travail aurait bien aimé qu'on produise quelque chose comme ça, mais ça coûte très cher. Et puis, comme ils m'ont confié la direction scientifique, et moi, ça, je ne sais pas faire. Voilà, je ne sais pas faire ces modèles très mathématiques, très économiques de projection. Et puis, en plus, peut-être parce que je ne sais pas faire, chacun trouve la poule et de l'œuf, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Voilà, je trouve ça très excitant de regarder ces calculs, etc. Il y a beaucoup d'ingéniosité, je dirais méthodologique pour le faire. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir, comme Saint Thomas, je veux voir les gens qui travaillent des systèmes d'IA. Donc au Laboria, depuis 2 ans, on regarde et on s'est concentré autour de cette notion de capabilité. C'est-à-dire qu'on a regardé l'empowerment façon Villani et la dimension inclusive. Et on a utilisé ce concept d'Amartya Sen, que vous connaissez peut-être, la capabilité. Qu'est-ce que c'est la capabilité? C'est
l'activation réelle d'une liberté, ou plus globalement, c'est ce que vous êtes capable de faire, parce que vous avez ces capacités pour le faire. C'est la rencontre entre vos capacités et un environnement. Peut-être que vous êtes capable de conduire, mais si vous n'avez pas d'argent pour vous payer le permis, parce que vous êtes pauvre, eh bien l'environnement n'est pas bon. Peut-être que vous seriez cognitivement capable de lire, mais s'il n'y a pas d'éducation dans le pays où vous vivez, il y a liberté, mais il n'y a pas capacité. Et donc on a regardé cette notion de capacité, c'est-à-dire qu'est-ce que cette personne est capable de faire et d'être, considérant l'environnement quand il travaille avec un système d'IA. Après, on a utilisé une grille de questionnement qui est très classique, parce qu'on travaille avec l'écosystème emploi, formation, travail, il a des outils, et on ne va pas les réinventer, on veut les rencontrer. Et donc, on va s'interroger sur la question de la reconnaissance au travail, dans quelle mesure utiliser un système d'IA altère cela, les relations humaines, les interactions sociales, le sentiment de surveillance et de contrôle. Donc là, on va appeler ça plutôt ce qui relève de la qualité de vie au travail. Et puis ensuite, on va plutôt être dans la qualité du travail, l'autonomie, le savoir-faire et la responsabilité. Et donc, en fait, on est allé observer des situations de travail avec ces insights particuliers. Et qu'est-ce que ça veut dire, observer? On regarde et on interroge. On passe du temps. Et ce qu'on a voulu faire, parce que souvent les études font des instantanés, et on ne sait pas où se situe l'instantané par rapport au développement du système. Parfois, l'instantané, il est dans la phase d'idéation ou dans la phase de preuve de concept. Mais il n'est pas forcément dans la phase de déploiement. Sachant que très peu de systèmes d'IA, aujourd'hui, 90% des expérimentations de l'IA au travail ne sont pas déployées. Il n'y a que 10% qui sont réellement déployés. Donc on est allé regarder ça. Donc qualité de vie au travail, eh bien, on a regardé effectivement, on a constaté aussi que l'IA pouvait fragiliser la reconnaissance en déplaçant la valeur du travail et en la déplaçant parfois en remettant en cause des valeurs sur lesquelles le professionnel avait construit des positions de prestige et des positions sociales qui lui étaient favorables. On a vu qu'évidemment, il pouvait y avoir une fragilisation des relations humaines lorsque on avait des systèmes, notamment des systèmes conversationnels, qui obligeaient de passer par l'intermédiaire d'un système conversationnel avant d'aller pouvoir potentiellement travailler, enfin échanger avec un humain. Voilà, ce qu'on appelle des fois des systèmes chatbot obligatoires. Et puis la surveillance et le contrôle, on a vu des systèmes de mesure, on a vu des systèmes aussi de ce qu'on appelle de renforcement de l'emprise des process sur le travail. Et donc ça, on a pu le regarder, en tout cas ça a été profondément ressenti. Sur la qualité du travail, eh bien effectivement, on a vu comment certaines pratiques étaient créées, comment certaines pratiques étaient supprimées et certaines pratiques étaient transformées. Alors l'idée, c'est toujours vendue, c'est on va supprimer les tâches à faible valeur ajoutée pour concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée. Et ça, c'est la promesse marketing qui dit comme ça, personne n'est contre. On voit un peu la liste des tâches, mais ça provoque... parfois, il y a des gens qui trouvent un prestige professionnel à réaliser toute la journée des tâches pénibles. Alors dans certains contextes qui n'étaient pas l'IA, mais par exemple sur les exosquelettes, quand vous allez voir quelqu'un qui porte tous les jours des charges lourdes et qui même se plaint du dos, et que vous lui dites on va vous donner un exosquelette, ça va devenir super facile de porter des charges lourdes, eh bien il ne veut pas. Voilà, il ne veut pas. C'est ce que Bourdieu appelle la charge virile. La charge virile de porter des choses lourdes, même en ayant mal au dos, eh bien ça peut créer un prestige professionnel. Tous les jours, j'en bave. Et le petit jeune là-bas, il ne veut pas le faire. Et puis surtout, si n'importe quel gringalet peut faire mon travail, eh bien comment j'existe? Le sentiment de dépossession des savoir-faire, effectivement, on a vu que le déplacement des savoir-faire, ce qui est souvent présenté presque comme vertueux, c'est vous ne ferez plus, vous regarderez la machine qui fait. Voilà, et vous validerez. Vous ne faites plus votre travail et vous validez une machine qui fait, en sachant de moins en moins comment elle fait. Et donc ça crée évidemment une remise en question des identités et des positions professionnelles. Et enfin, la déresponsabilisation. On commence à avoir des procès aux États-Unis qui apparaissent sur des gens qui ont pris des décisions et des systèmes d'IA et qui ont dit mais j'ai suivi la recommandation. Elle avait dit 93%. Oui, mais tu aurais dû bien voir que ça allait dans le mur. Ben oui, mais la recommandation c'était 93% et on m'a dit à 93% c'est super fiable. Donc on a des soumissions passives à la machine qui produisent de la déresponsabilisation. Donc nous, la recommandation sur la première année les 2 premières années d'activité, c'est d'abord qu'on peut parler d'IA, mais il faut expérimenter dans des cadres d'expérimentation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas expérimenter et puis après on dit c'était bien,
on avance. Il faut créer des cadres, des cercles qualité, un peu comme ça s'est fait, autour de l'expérimentation. Il faut tenir compte du fait que les enjeux sont dynamiques. On n'a pas une machine déterministe et fixiste, on a une machine probabiliste et dynamique. Ça veut dire que ce qu'on constate à un moment peut changer à plusieurs moments. Il y a un très beau rapport des partenaires sociaux européens, Sequoia Deal, qui dit qu'il faut imposer une clause de revoyure dans la discussion sur les technologies, parce que ces technologies évoluent. Et elles involuent aussi, c'est-à-dire qu'elles peuvent régresser. L'IA aliénante n'est pas qu'une question sociale. C'est-à-dire, il ne faut pas simplement dire il ne faut pas que l'IA soit aliénante parce que les pauvres travailleurs, ça va être dur pour eux. Si c'est aliénant, il n'y a pas la valeur. Il n'y a pas la performance parce qu'on est sur des systèmes, encore une fois, empiriques qui peuvent complètement se planter, c'est-à-dire le niveau de performance cohabite avec des niveaux de sous-performance qui rendent nécessaire l'embarquement de l'utilisateur total, c'est-à-dire en pleine conscience, et c'est là où je rejoins totalement Dominique, pour que la valeur se produise. Donc ce n'est pas uniquement une question sociale, l'IA aliénante, c'est aussi une question économique. Et puis enfin, là on n'a pas été très original, mais on dit si on veut partir du travail réel, il faut que ce soit des systèmes co-conçus, ça l'ergonomie le dit depuis des décennies, mais effectivement il y a un risque de décrochage entre des systèmes qui sont conçus à travers le travail prescrit, c'est-à-dire la vision managériale de ce que font les gens et ce que font les gens vraiment. Et ce qu'on a observé sur les situations de travail, c'est ce qu'on appelle des conflits de rationalité, c'est-à-dire qu'on a un système qui fait une recommandation qui ne fait pas sens pour l'utilisateur en situation. Et donc on a un conflit de rationalité qui existe déjà, qui amène à ce que Yves Clos appelle la qualité empêchée. La qualité empêchée, c'est quand le process vous empêche de faire du bon travail. Et donc là, on peut avoir des systèmes d'IA qui vous empêchent de faire du bon travail parce qu'il y a un conflit de rationalité. Pour les 3 années à venir, voilà un peu la feuille de route qu'on est en train d'écrire. Là, c'est en exclu, parce qu'elle n'est pas officielle. On veut mesurer les besoins de formation. Qu'est-ce que ça veut dire former? Parce qu'on n'arrête pas de dire il faut former. Oui, ok. Mais former à quoi? À des nouveaux métiers, mais c'est lesquels? C'est comment? C'était déjà une question qui se posait chez les ludites. Quand vous prenez les manifestes des ludites, on nous dit qu'il faut nous former, mais si on se forme à quelque chose qui, dans 3 ans, est à nouveau automatisé, qu'est-ce qu'on fait? Donc il faut pouvoir observer la déqualification, c'est-à-dire lorsque, effectivement, l'introduction d'un système d'IA rend plus facile le système, et donc vous êtes un peu ubérisé. La surqualification, au contraire, le système d'IA déplace la valeur du travail parce que ça déplace la valeur du travail vers ce qui est plus difficile. Donc il faut accompagner vers une surqualification. Et puis à la requalification, si effectivement votre métier est complètement disrupté. On veut qualifier les environnements de travail. C'est-à-dire on veut continuer à regarder les environnements de travail, mais cette fois-ci, on voudrait le regarder dans des secteurs qui sont généralement supposément antagonistes dans l'automatisation. C'est-à-dire qu'on va aller vers l'industrie traditionnelle, mais on veut la mettre en miroir avec l'industrie culturelle et créative, dont on avait dit qu'elle était peu exposée en 2013. Et là, quand on travaille avec les représentants, ce qu'on appelle les OPCO, les opérateurs de compétences, il y a un opérateur de compétences pour l'industrie culturelle et créative qui s'appelle l'AFDAS, eh bien, ils sont complètement perturbés. Alors évidemment pour les questions de propriété intellectuelle, mais aussi par rapport aux perspectives de leur métier. Et puis on voudrait outiller, c'est-à-dire ce qu'on appelle outiller l'écosystème emploi, travail, formation. C'est travail, c'est pas travailler, c'est-à-dire on voudrait que les acteurs puissent s'emparer de cette question avec un maximum de maturité. Et donc pour ça, on voudrait contribuer à leur fournir des propositions de méthodologie qui leur permettent de penser les situations de travail. L'approche, c'est une comitologie qui intègre les communautés professionnelles concernées. Alors, évidemment, on ne veut pas faire les choses. Là, c'est là ce que j'ai dit en politique publique. On ne se fait pas plaisir en tant que chercheur. On essaie de faire des choses qui donnent sens pour les communautés qui font sens pour les communautés professionnelles. On va embarquer de manière plus importante les partenaires sociaux. Ils sont déjà embarqués dans notre comitologie, mais on veut qu'ils soient davantage associés. Et puis, on voudrait diversifier les équipes de recherche et les méthodes. Pour l'instant, on a travaillé avec un opérateur choisi sur appel d'offres, un opérateur privé. Et on voudrait conserver partiellement ces approches-là, mais on voudrait faire rentrer l'académique pour nous faire d'autres propositions. Voilà, donc on va faire des AMI sur lesquels tout le monde pourra se positionner pour qu'on n'ait pas que des visions très institut d'innovation, mais qu'on ait aussi des visions critiques avec la problématique, c'est qu'ils ne sont pas dans les mêmes temporalités. Donc on va regarder comment on peut arriver à faire ça. Je vais en venir à l'IA générative au travail pour terminer, parce que voilà, si on parle d'IA sans parler d'IA générative, tout le monde est déçu, parce que pour beaucoup, et Dominique l'a dit, pour beaucoup c'est l'IA, voilà, alors que c'est très récent et la question de l'IA, on en parle déjà depuis une grosse dizaine d'années, sachant qu'il y avait déjà eu d'autres printemps sur lesquels on en parlait.
Alors, ce qui m'a fasciné, moi, en tant que sociologue, c'est que depuis qu'on parle de l'IA, on commence à mettre en place beaucoup de réflexions pour faire des IA éthiques ou responsables, ça c'est l'OCDE qui dit ça, ou dignes de confiance, comme l'appelle l'Union européenne. C'est-à-dire finalement, comment on peut mieux arrimer une technologie à des systèmes de valeurs. Et ce qu'on va appeler en sociologie la socialisation de la technique. Comment on intègre une technique qui va non pas, sur laquelle on ne va pas seulement s'adapter, mais on va designer la technique pour qu'elle corresponde au système de valeurs européen. Donc en tant que sociologue, j'étais dans mon élément et j'observais ça avec attention. Et un des travaux des études les plus importantes, c'est celle des fameux 50 experts de haut niveau de l'Union européenne qui ont atterri sur 7 fondamentaux pour faire confiance à l'IA. Donc quels sont-ils? L'action humaine et le contrôle humain, la robustesse technique et la sécurité, le bien-être sociétal et environnemental, la diversité, la non-discrimination et l'équité, la responsabilité, la transparence et le respect de la vie privée, la gouvernance des données. Donc dans ces 50 experts, ce n'est pas des sociologues, ce n'est pas des juristes, etc. Il y a des universitaires et des juristes, mais il y a aussi des industriels. Et tout le monde se met d'accord pour, si on veut faire confiance à l'IA, il faut que ces 7 exigences soient respectées. Donc là, on était à peu près en phase. Et à la limite, moi, ce qui m'a surpris, c'est que ChatGPT est un peu l'antéchrist de ces 7 exigences. Voilà. Et donc, en tant que sociologue, très perturbant de voir toute cette discussion sur les valeurs depuis des années. Et le truc qui cartonne, c'est l'exact opposé. Donc, regardons rapidement. L'action et le contrôle humain, personne ne contrôle, personne ne connaît vraiment l'IA connexionniste. Et d'ailleurs, en plus, ChatGPT a embarqué plein de personnes qui n'étaient pas vraiment dans la conversation sur l'IA de confiance et ils se sont jetés en confiance aveugle en utilisateur. Robustesse technique et sécurité, on l'a dit, l'erreur est systémique, elle est par design. On va essayer de la réduire, mais on ne pourra pas la réduire. Ce n'est pas un système véridictoire, c'est un système probabiliste. Comme la météo, ça crée des prédictions ou des prévisions, mais en aucun cas, ça n'a de lien avec la réalité. Ça a un lien avec la plausibilité éventuellement. La confidentialité et la gouvernance des données, voilà, là, on n'a rien, on ne sait rien. On sait que ça part chez OpenAI, mais on ne sait pas ce qu'ils font. Alors, a priori, le but n'est pas de piquer nos informations, mais plutôt, en tout cas dans la version gratuite, d'apprendre par nos prompts, c'est-à-dire de mieux designer le véritable produit, parce que là, on est sur une preuve de concept généralisée, hein, ce n'est pas du tout mature. ChatGPT 3.5, c'est de comprendre comment on interagit et pour mieux faciliter les interfaces. Transparence. Alors là, on appelle ça OpenAI, mais ça devrait s'appeler OpaqueAI. C'était un séminaire où on était, Manuel et moi, le truc est sorti, donc je le pique volontiers. Hein. C'est un designer, Anthony, suisse, qui nous l'avait proposé. OpaqueAI, c'est vraiment ça, on ne sait rien. Et on sait de moins en moins. Diversité, non-discrimination et équité. Alors il y a une éthique, hein, mais c'est l'éthique basée sur la moralité des ingénieurs démocrates de la Silicon Valley. Voilà. Donc, ils sont LGBTQ+ friendly. Ils savent qu'on est responsable du dérèglement climatique. Donc, vous ne pouvez pas, sauf si vous mettez en place des décorateurs syntaxiques, c'est-à-dire des méthodologies pour contourner la modération de ChatGPT, eh bien, vous ne pouvez pas lui faire dire des choses qui sont contre les minorités. Voilà, il y a une phase de bien-pensance, comme on aime bien dire aujourd'hui. Mais si vous êtes d'accord avec ces gens, ce qui est souvent mon cas, vous dites, je ne vois pas le problème. Ben, le problème, c'est que c'est une minorité qui a la main mise sur un outil qui va avoir une énorme emprise, qui pourrait avoir une énorme emprise sur notre façon de réfléchir. Donc, le fait qu'on soit d'accord n'enlève pas le problème. Bien-être sociétal et environnemental, l'impact écologique, il est colossal, même si on a du mal à le calculer. Mais on dit souvent des métaphores. Hein. La métaphore qu'a utilisée le ministère de l'Éducation nationale, c'est de dire que l'entraînement de ChatGPT 3.5, ça a été un aller-retour sur la Lune en voiture, voilà, en termes d'empreinte carbone. Voilà. Donc c'est très important. Sur l'impact sur le bien-être social, Dominique en a parlé, les travailleurs kenyans qui ont été exposés à des contenus de très haut niveau de toxicité toute la journée pour entraîner les robots qui n'étaient pas suffisamment efficaces pour discriminer. Vous savez, les robots qui discriminent sur Facebook, ils ont 97% de performance. Dans plein de sujets, 97%, c'est génial. Mais ça ne suffit pas pour Facebook. Voilà, ça ne suffit pas pour modérer les contenus. Et puis la responsabilité, OpenAI n'assume aucune responsabilité. Voilà, vous pouvez essayer de vous retourner, ça ne marchera pas.
Pour autant, face à ces injonctions contradictoires, c'est performant mais c'est pas fiable, on a des réponses un peu incohérentes. Alors là, c'est enregistré, je ne devrais pas le dire, mais c'est malgré tout. Notre ministre délégué au numérique qui dit au début de ChatGPT, ce n'est qu'un perroquet approximatif. La mairie de Montpellier qui l'interdit et qui a une vraie réflexion de fond pour le coup sur les données personnelles. Et pour autant, des administrations qui l'utilisent, voilà, qui vont faire en tout cas une expérimentation. Donc si c'est un perroquet approximatif, pourquoi l'expérimenter ? Parce qu'en fait, on est un peu en dissonance cognitive entre la fascination que ça exerce et en même temps la connaissance que l'on a de ses limites. Et on dit, il faut essayer, il faut expérimenter. Et on oublie qu'on avait dit 3 semaines avant que c'était pas bon. Alors, est-ce que c'est une révolution ? Je ne vais pas le dire devant Dominique, mais en tout cas, j'avais déjà écrit avant, mais je savais qu'il disait que ce n'est pas une révolution. Ce n'est pas une révolution technologique. Par contre, c'est une révolution de l'expérience utilisateur. C'est la voie par laquelle beaucoup de gens se sont mis à penser à l'IA. Moi, avant mon travail, c'était de regarder des cas d'usage de l'IA. C'est quoi un cas d'usage ? Généralement, c'est une innovation push, c'est-à-dire souvent on entrait dans le sujet de l'IA avec pour objectif de mettre de l'IA. C'est-à-dire le but n'était pas de libérer le travailleur d'une tâche pénible, le but c'était de mettre de l'IA, qu'on soit dans le privé ou dans le public. Alors, on voulait mettre de l'IA, on construisait une équipe projet, de manière assez classique. On y mettait même quelques utilisateurs parce qu'on nous a dit qu'il fallait le faire. Ça coûte de l'argent. Il y avait souvent du dialogue social, qui se passait plus ou moins bien. Il y avait un questionnement éthique, notamment autour de l'IA de confiance. Et les collaborateurs avaient plutôt tendance à freiner. D'abord parce qu'ils trouvaient ça pas très utile. Et ensuite parce qu'il y avait l'inquiétude que ce système, à terme, soit les remplace, soit leur dise ce qu'ils ont à faire. Et que leur disaient les dirigeants, n'ayez pas peur de l'IA. L'IA, c'est bien. L'IA va vous libérer des tâches fastidieuses, etc. etc. Vous savez, robot, ça vient de robota, corvée. Donc, c'était une machine qui nous libère des corvées. Avec ChatGPT, oui, et puis aussi, voilà, je vous l'ai déjà dit, 9 POC sur 10 ne sont pas déployés. Avec ChatGPT, on est passé à ce que j'appelle do it yourself, ou FAI, c'est-à-dire qu'on a un système qui arrive directement sur le PC des collaborateurs, sans passer par la case manager de l'innovation ou manager. Il bricole. C'est gratuit, en tout cas pour la version 3.5. C'est une expérience individuelle sur laquelle on a un questionnement moral. L'éthique, c'est des raisonnements appliqués à des situations. La morale, c'est binaire. C'est bien ou c'est mal. C'est pour ça d'ailleurs que 2 enquêtes, une en France et aux États-Unis, ont atterri sur le même résultat. 68% des utilisateurs de ChatGPT au travail ne le disent pas à leur manager. Voilà. Alors, plusieurs hypothèses. Soit ils ne savent pas si c'est bien ou si c'est mal. Et derrière, leur dirigeant, vous verrez, leur a dit que c'était mal. S'ils ont gagné 1 heure, ils veulent se la garder. Ça, c'est vieux comme le monde. Quand vous avez gagné 1 heure au travail, vous n'allez pas dire à votre manager « J'ai gagné 1 heure, là, je peux faire quelque chose ?» Non, vous la gardez. En plus, c'est plutôt une population de cadres, donc ils partent plus tôt. S'ils ont plus de travail, ils vont pouvoir mieux bosser. Et puis, si leur manager est super content, je prends tout le mérite, la reconnaissance. Parce que si je leur dis « Mais j'ai utilisé ChatGPT », ils vont dire « Ah oui, d'accord, c'est fastoche. » Voilà. Et ce sont les dirigeants qui freinent. Et que disent les dirigeants ? Faites attention à l'IA. Et donc, on a un collaborateur qui, tantôt, quand le système, il trouve ça pas terrible, on leur dit n'ayez pas peur de l'IA. Et quand il trouve ça plutôt intéressant, on leur dit faites attention. Donc, n'ayez pas peur ou faites attention. Voilà, injonction contradictoire vis-à-vis de l'IA. Seulement, ça se diffuse très rapidement. Voilà, ça se diffuse rapidement, même si on ne sait pas, quelle est l'intensité des usages réels. Et on ne sait pas si les premiers utilisateurs continuent à l'utiliser. On sait que ça ralentit par ailleurs. Voilà, on sait que ça ralentit beaucoup. Et on sait aussi que ça coûte plus d'argent que ça n'en rapporte pour l'instant. Mais en tout cas, ça se diffuse beaucoup plus rapidement que les systèmes d'IA maison conçus en ayant en tête l'IA de confiance. Alors pourquoi ? J'ai essayé une explication, et je terminerai là-dessus. Jusque-là, les systèmes d'IA classiques, les cas d'usage de l'IA, ils partaient... Alors, je vois que mon animation est en l'air, voilà, du travail prescrit. Alors que, avec le système qui passe directement chez les utilisateurs, ils l'embarquent dans leur travail réel. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamentalement différent. Vous avez un système d'IA qui part de ce que vous êtes supposé faire, et puis vous avez un IA do it yourself que vous embarquez dans vos pratiques. Dans un cas, le système d'IA arrive toujours, le cas d'usage, arrivait toujours avec des prescriptions pratiques. C'est comme ça qu'il faut l'utiliser. On va vous former à l'utiliser. Alors que dans l'autre cas, do it yourself, ChatGPT, ça a plutôt libéré les usages. C'est-à-dire que les gens
ont inventé, ont été créatifs dans leurs usages. Dans un cas, on était dans l'augmentation de l'organisation, productivité notamment. Dans l'autre cas, c'est l'augmentation du collaborateur. La productivité, elle est pour lui. Donc évidemment, on peut disserter sur le caractère fake de cette expérience, parce qu'il n'y a pas de libération des pratiques sans une autre forme d'aliénation. C'est-à-dire que les 7 exigences de l'IA digne de confiance, elles sont toujours aussi importantes. Donc la question, c'est de savoir comment on articule un système d'IA autour des exigences de l'IA digne de confiance, mais comment on part du travail réel pour libérer les usages et on potentialise le collaborateur avec l'IA, plutôt que de partir du travail prescrit pour standardiser les usages et augmenter l'organisation. Je dirais que la partie du bas ne dit pas « utilisant ChatGPT », elle dit « pour l'IA au travail, inspirons-nous de cette trajectoire d'intégration » plutôt que celle supérieure qui, pour l'instant, a conduit grandement à l'échec de l'intégration de l'IA au travail et à la réduction de son employabilité. Je vous remercie pour votre attention et d'avoir réfléchi avec moi. Merci beaucoup pour cette excellente présentation qui résonne énormément avec toutes les questions de formation, de métier. En tout cas, moi, ça m'a vraiment parlé. On va prendre quelques questions dans la salle. Pas énormément, on a pris un petit peu de retard, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Merci Yann pour ta présentation. Écoute, quelques petites remarques peut-être un peu provocatrices, mais pas... Bon, tu sais, quand tu parlais des prédictions, de Simon et des ingénieurs et de leur... on pourrait prendre les prédictions des économistes, tu sais, on aurait encore pire. Hein, parce que, voilà, depuis le ruissellement, finalement, tout ce que tu nous montres sur les analyses d'emploi, on voit que systématiquement, c'est basé sur une connaissance, enfin, une définition de ce que c'est que le travail, de ce que sont les activités humaines, tellement éloignées de la réalité que les bras nous en tombent. Mais même dans ton analyse de l'OCDE, si tu veux, quand on dit, enfin, c'est pas la tienne, hein, excuse-moi, quand on dit, voilà, l'IA a réussi à comprendre un texte, tu vois, on dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par comprendre un texte, tu vois, bon, peut-être qu'ils en font des espèces de synthèse automatique, totalement, bon. Bref, ça laisse quand même beaucoup de distance par rapport à ces travaux prospectifs des économistes. Alors, sur tes travaux, bien sûr, moi, enfin, tu vois, étant dans l'activité, proche voilà, des ergonomes et tout, bien sûr, on est beaucoup plus en proximité. Mais là, du coup, on a un peu plus de mal à voir qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans l'IA. Parce que finalement, tu vois, tous tes critères, on les appliquerait à un ERP, un système de centre d'appel automatisé, ce genre de choses, bah, on aurait les mêmes. Et donc finalement, c'est très positif que finalement, on a envie de dire, oui, il est temps de se dire à quel point l'automatisation, tu vois, est un espèce d'impensé. Mais du coup, tu vois, je perds un tout petit peu là le côté spécifique de l'intelligence artificielle, ce qui est pas. Et puis bon, après, tu ouvres une question intéressante sur ChatGPT et c'est moi, ce que ça m'évoque, si tu veux, c'est qu'il y a eu effectivement un peu la même chose avec la micro-informatique par rapport aux ordinateurs centraux, avec l'interdiction de l'Internet, tu sais, et des moteurs de recherche. Et effectivement, il y a quelque chose sûrement à creuser sur... Alors après, bon, ça concerne seulement des emplois un peu tertiaires, hein, ChatGPT. On est moins dans tous les emplois que tu décrivais auparavant. Merci. Alors, qu'est-ce que l'IA? Je vais répondre surtout à la première, hein, parce que c'est celle qui est posée le plus régulièrement. Effectivement, ça peut être un résultat de dire que finalement, c'est ce que dit un peu Ganassia quand il dit l'IA repose de très vieilles questions dans des nouveaux termes. En fait, on reprend des vieilles questions, mais elles ont une nouvelle formulation. Mais au final, c'est toujours la même question qui revient. Ma conviction qui débouche sur une interprétation personnelle, mais je dirais qu'il n'y a pas de théorie, mais qui est nourrie par le volume empirique de ce que j'ai observé. La conviction, c'est que ce qui est nouveau, mais peut-être que, avec toute l'expérience que vous avez de la révolution numérique, mais ce qui me semble nouveau, c'est le caractère probabiliste du système. C'est-à-dire, jusqu'à présent, ma lecture de la relation humain-machine, c'est que, et ma lecture, je dirais aussi entrepreneuriale, c'est-à-dire la combinaison de ressources dans le monde du travail, c'était celle d'une machine qui avait tout son intérêt, de sa puissance et de sa prévisibilité, mais qui avait une très forte faiblesse d'adaptation,
et de travailleurs humains qui étaient, c'est un peu désincarné, hein, mais désolé, qui n'étaient pas prévisibles, qui n'étaient pas infatigables, mais qui avaient cette capacité d'adaptation. Donc on avait une collaboration en termes dans la combinaison capital-travail entre un travailleur très empirique et une machine très déterministe. Et là, on est sur une machine qui est également déterministe, qui est également empirique. Voilà, qui est également empirique, mais ce n'est pas la même empirie. Si je vais le résumer, je dirais, nous, on est plutôt performant quand on a peu d'informations, et ces peu d'informations, on va généraliser grâce à notre compréhension du monde. Et la machine, par contre, quand il y a beaucoup d'informations, on se perd un peu. Voilà. On n'est pas très bon. Et en stats, on n'est pas beaucoup à être bon. Moi, je fais partie des mauvais. Et puis, la machine, c'est un peu l'inverse, qui est plutôt nulle avec peu d'informations, et qui est supposée être plus performante quand elle a beaucoup de données pour trouver des corrélations. Et donc, on a deux empiries, là. En tout cas, c'est cet angle-là que je regarde. On a deux intelligences empiriques, pour peu qu'on va qualifier d'intelligence. Il faudrait revoir la définition, parce que ce n'est pas intelligent, mais c'est ni intelligent ni artificiel, comme on dit. Mais on a ces deux manières de raisonner, pour pas dire intelligence, à qui on demande de travailler ensemble. Et je dirais, ce n'est pas du tout gagné, ce n'est pas du tout évident. Et surtout, l'environnement de travail ne voit pas du tout les choses comme ça. L'environnement de travail, pour moi, continue à voir l'ancien binôme. Les entreprises continuent à voir la machine, c'est performant, c'est stable, c'est machin, etc. Et les humains, c'est agile, mais c'est pas stable. Et il y a beaucoup d'organisations qui réfléchissent à intégrer l'IA dans des process très structurés et qui se rendent compte que ça marche pas. Voilà, ça ne marche pas parce que on n'a pas ce minimum viable qui est nécessaire à l'automatisation. On a, encore une fois, des très hauts niveaux de performance qui cohabitent avec une sous-performance incompréhensible. Parce que comme on ne comprend pas comment ça fonctionne, on ne comprend pas comment ça marche, on ne comprend pas comment ça marche. Et donc après, ça débouche pour moi sur une conviction sur la nature de cette révolution du travail. C'est que beaucoup de gens appréhendent l'IA comme une révolution de l'automatisation qui va apporter des gains de productivité. Et s'il y a une révolution, je dirais que c'est plutôt celle de la qualité par l'interaction. Et le problème, c'est que pour moi, on appréhende l'IA avec l'ancien paradigme, pour ne pas l'appeler révolution, automatisation, productivité, alors que pour moi, le paradigme de cette IA à base de données, c'est qualité-interaction. Et donc le risque, soit de l'échec de l'IA, et encore à la limite, si on a un nouveau hiver de l'IA, on fera autre chose, tant pis, mais c'est la souffrance que peuvent avoir les travailleurs dans des environnements de travail qui utilisent une technologie qui devrait s'intégrer dans un paradigme organisationnel qui est totalement différent, c'est-à-dire qui devrait laisser la possibilité à l'itération, les droits à l'erreur dans les systèmes, dans l'interprétation des systèmes, etc. Alors qu'on continue à mobiliser la manière de voir les choses qui est automatisation, productivité. Voilà. Donc ça, c'est mon regard sur la différence. On discutera de savoir s'il a une originalité par rapport à ce qui s'est passé avant. Mais en tout cas, c'est ce qui me fascine, entre guillemets, et ce qui motive mon regard aujourd'hui. Merci beaucoup, Yann Ferguson. Je suis désolé, peut-être encore une question, mais vraiment c'est la dernière. Je répondrai plus court, j'espère. Bonjour Yann, merci pour votre intervention très intéressante. Je reviens sur la conclusion de l'étude de l'OCDE qui dit qu'au fond, l'IA a le moins avancé là où il faut un corps. Et ça m'a vraiment frappé parce que, au fond, est-ce que c'est pas la variable discriminante entre nous et l'ensemble des systèmes d'intelligence artificielle? Ce corps qui est omniprésent, il inclut le vôtre, qui vous fait vivre une expérience sensori-affectivo-motrice. Vous avez bougé, vous avez éprouvé des émotions, vous avez développé une activité cognitive, donc une expérience sensori-affectivo-motrice située en lien avec nous ici, dans l'espace et dans le temps. Et au fond, moi j'ai le sentiment que le corps est omniprésent. Donc pour paraphraser Dominique Boulier de ce matin, il y a une supercherie dans tout ça, puisqu'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de vie. Donc voilà, j'aimerais avoir votre point de vue sur... Alors, la critique de l'absence de corps, c'est une critique très tôt formulée par le grand critique historique de l'IA, Dreyfus, qui évoquait justement cette absence de corps et cette idée, cette naïveté qu'auraient les experts en IA, enfin le développeur de l'IA, de penser que la réflexion précède la perception.
Voilà. Et aujourd'hui, beaucoup de travaux, évidemment ceux de Merleau-Ponty, qui est un peu le grand personnage conceptuel de cette idée, mais on sait que la perception précède la réflexion. Même si notre expérience sensible de l'intelligence, c'est la réflexion, la perception précède la réflexion. Et là, il y a aussi la réflexion de Latour, hein, qui dit on parle de données en leur conférant une auréole d'objectivité, alors que ce sont des obtenus. Hein. Une donnée, en fait, c'est une construction sociale, c'est ce qui a été possible de prendre ou ce qu'on a décidé qu'il fallait prendre pour traiter un problème. Et donc, ça génère forcément un gap entre le monde réel et le monde perçu par, perçu, je n'aurais pas utilisé, mais le monde capté par le système d'IA. Donc, le risque, c'est que nous-mêmes, nous embarquions dans cette confusion. Un peu comme Volton avait évoqué sur Internet en disant il y aura une confusion entre la communication normative et la communication fonctionnelle. La communication fonctionnelle, c'est la performance, et la normative, c'est l'intercompréhension mutuelle. Il disait le risque d'Internet, c'est qu'on confonde les deux. On confonde la performance de l'outil et l'intercompréhension. Et tous les problèmes qu'on a de communication aujourd'hui naissent sur le fait qu'on utilise des outils par lesquels on ne se comprend pas. Voilà. Et on n'a jamais eu autant d'outils pour communiquer, c'est ce que disait Sfez, et on n'a jamais dit qu'il y avait autant de problèmes de communication. C'est une espèce de paradoxe. Et donc on risque d'aboutir au même paradoxe avec l'IA, c'est-à-dire qu'on n'aura jamais eu autant d'outils pour traiter le réel, et on n'aura jamais eu l'impression qu'on a des problèmes avec la réalité, parce qu'on va s'appuyer davantage sur ce que nous disent ces systèmes, qui sont exoperceptifs, c'est-à-dire qui perçoivent les choses à l'extérieur de notre corps, un peu comme ma montre qui me dit si j'ai bien dormi ou pas, et auquel je pourrais me fier davantage qu'à ma propre sensation d'avoir bien dormi. Et donc on pourrait multiplier les situations de travail, mais même ordinaires, où on se base davantage sur des systèmes exoperceptifs qui nous donnent des informations de l'extérieur de nous-mêmes sur ce qu'est le monde, plutôt que sur des systèmes, que sur notre propre perception. Donc notre avantage et notre force, il est indiscutable, mais on pourrait y renoncer. Comme souvent, on a pu renoncer à des choses pour la performance et la productivité. Merci beaucoup.